le sentiment de puissance quand je cours. C'est toi, la piste, ta foulée, tes baskets et là, le but c'est d'aller un peu jouer avec tes limites, d'aller au-delà et tu te sens tellement incroyablement puissante. Je suis paniquée à l'idée d'embarquer là-dedans. Je suis juste tétanisée, j'arrive pas à rentrer dans les vagues. On est quand même plusieurs dans ce cas-là à se dire mais en fait on va mourir, c'est pas possible. Là je me lance, vraiment c'est l'une des premières fois de ma vie, je me dis mais je vais y laisser ma peau quoi. Je n'arrivais plus à respirer. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Peace and Flow. Aujourd'hui j'accueille Pauline Bouzom, preneuse entrepreneuse et fondatrice des Belles Foulées, qu'elle décrit comme étant le mouvement qui rassemble les femmes autour de la course à pied. Et ça, c'est un bon pitch, parole de copywriteuse. Dans cet épisode, vous allez découvrir sa stratégie pour aider un maximum de femmes à prendre confiance en elles dans le milieu du sport, un milieu encore aujourd'hui très masculin. Le gros challenge auquel on fait face lorsque l'on souhaite allier passion et métier. Et pour finir, une anecdote sur une course de swimrun dans laquelle elle a bien cru y laisser sa peau. Sur ce, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse apprécier mon entrevue avec Pauline Bouzom. Bonjour Pauline, merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Elodie, je suis ravie d'être là avec toi. Est-ce que tu peux te présenter pour démarrer s'il te plaît ? Bien sûr, donc moi c'est Pauline Bouzom, je suis la fondatrice des Belles Foulées. Les Belles Foulées, c'est le mouvement qui rassemble les femmes autour de la course à pied. On crée des aventures, des bootcamps de 3 mois pendant lesquels on accompagne les femmes à se mettre ou à se remettre à la course à pied pour leur permettre de vivre leur expérience avec la course de manière extraordinaire. On crée aussi du contenu autour de la course à pied. J'ai une newsletter, un podcast, on a aussi un compte Instagram et je suis l'entrepreneuse sur LinkedIn pour bien montrer que j'entreprends dans le milieu du sport et du coup, je partage mes aventures à la fois en tant que coureuse et en tant qu'entrepreneur. Bah écoute, je te propose qu'on revienne dans un second temps à ta vie d'entrepreneuse. J'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur toi en tant qu'athlète pour démarrer. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu c'est quoi ton histoire avec le sport et qu'est-ce qui fait que tu t'es pris de passion pour la course à pied en particulier ? J'ai toujours aimé faire du sport, toujours aimé courir particulièrement. Je viens d'une famille en plus où on nous a tout de suite incité à faire du sport, le sport santé, comme quoi c'est bien pour la tête et pour le corps. Donc je suis vraiment reconnaissante envers mes parents de nous avoir poussé, mes sœurs et moi, à faire une activité sportive depuis toute petite. J'ai commencé par la natation, j'ai fait du tennis aussi, puis en fait, pendant 3 ans, j'ai été dispensée de sport à cause d'une maladie de croissance. Je suis très grande, j'ai grandi trop vite et du coup, j'ai eu ce qu'on appelle un Osgood-Schlatter. C'est un petit bout de cartilage au niveau du genou et à cette époque-là, les médecins du sport étaient très, c'était: «OK, bah, tu mal, tu fais plus du tout de sport». Donc c'était catégorique, limite, il aurait fallu que je me déplace, en fauteuil roulant et que je prenne l'ascenseur. Donc j'ai vraiment pas fait du tout de sport pendant 3 ans et à l'âge de l'adolescence. Avec le recul, je me dis: «Ah ouais, et maintenant c'est bien, je vois que c'est beaucoup plus modéré leurs propos quand on a ce genre de maladie, on continue à faire du sport doux» et j'ai bien vu que ce soit niveau, mental, social aussi pour créer du lien avec tes camarades de classe et cetera, bah, ça avait eu un bel impact et arrivé fin d'adolescence, à la fin de mon lycée, j'ai fait, donc lycée, j'ai repris un peu, là, j'étais plus, à nager, j'avais repris de la natation, mais vraiment plus en mode loisir. J'étais concentrée sur OK, en fait, j'ai envie de faire de grandes études, donc il faut choisir, soit c'est la tête, soit c'est les jambes, il faut se concentrer sur, les matières importantes que le sport n'en faisait pas partie. En prépa, j'ai totalement arrêté le sport. Je sais pas ce que tu as fait comme études, mais du coup la prépa, on était beaucoup, encore dans cette logique où, il y a tellement de choses à faire que le sport, tu le mets entre parenthèses. Et une fois que j'ai intégré l'école commerce, où j'ai pu prendre un peu de recul sur OK, en fait, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui est important pour moi, je me suis remise à faire du sport. Et j'ai fait de l'aviron, ça m'a trop plu, là, beaucoup plus de manière, régulière avec, plusieurs entraînements, notamment beaucoup de renforcement. J'ai beaucoup aimé, trouver cette dynamique de groupe que j'avais pas eu, en fait, en faisant, du tennis ou de la natation en étant plus petite. Petite aussi, j'ai oublié de le mentionner, mais j'étais une des rares qui ait adoré les crosses, du collège et mais la course, tu vois, c'était pas plus,
Plus que ça, j'aimais bien après accompagner ma maman, faire des footings de temps en temps, mais ça j'ai jamais été en club et c'est vraiment à cette époque-là où je me suis dit: «Tiens, petit regret, t dans une autre vie, j'aurais trop aimé, appartenir à un club d'athlé». Et je me suis dit: «Mais en fait, pourquoi un regret? C'est possible, vas-y». Donc j'ai fini mes études où j'ai pas mal voyagé à droite à gauche. Là, j'ai commencé pendant mes études, donc après la prépa, à, faire plus de courses, à m'inscrire à mon premier semi-marathon, donc vraiment à aimer ça, mais un peu en y allant à tâtons, en regardant, en apprenant par moi-même. Donc c'est OK, c'est quoi un plan d'entraînement? À rentrer vraiment dans c'est quoi être une coureuse, OK, bah, déjà, oh, bah, tu cours, tu es une coureuse, OK, ben, je recours et comment je me prépare à des courses et cetera. Et en commençant mon CDI, c'était en 2019, je suis rentrée à Paris et là, je me suis dit: «OK, j'ai envie de continuer un peu l'esprit d'aventure et de vraiment renforcer cette pratique de la course». Et je me suis inscrite pour la première fois à un club et c'est à partir de là que je me suis passionnée de course à pied, où je me suis fait beaucoup plus confiance. J'ai commencé à me fixer d'autres objectifs, où je me suis vraiment dit: «Mais en fait, c'est totalement fait pour moi ce sport-là, j'adore ça». Donc j'ai touché un peu à tout, j'ai refait des crosses, j'ai découvert, la piste, j'ai fait du trail, la course sur route, plusieurs 10 kilomètres, des semis, des 5. Et j'aime vraiment découvrir tout le panel qu'offre la course à pied. Et je me suis pris aussi de passion pour la transmission, l'enseignement et l'entraînement. Et je avec les belles foulées, c'est ce que je fais et je passe aussi du coup ma formation entraîneur. Donc c'est vraiment, maintenant je dors, je respire, je mange course à pied, c'est ma vie, quoi. OK, super. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu as on va dire des disciplines un peu favorites, des distances favorites? Maintenant que tu as Ouais. un peu tout testé? En ce moment, je me suis pas mal concentrée plus de vitesse, enfin de vitesse. Et je ne fais pas du sprint, c'est plus pour les demi-fondeurs là que je dis ça. Je me suis concentrée sur, 5 kilomètres et 10 kilomètres. Et j'en sors un peu où, je vais sûrement faire mon premier marathon l'année prochaine, et essayer de battre mon record aussi sur semi. Mais ouais, OK. ma distance, vraiment phare pour laquelle là, depuis 2019, je travaille et cetera, ça a été le 10 kilomètres. OK, d'accord. Tu sais lequel, du coup, tu feras, marathon l'année prochaine? Sûrement Paris, Sûrement Paris, avec, OK. un de mes partenaires, on est en train de voir, donc voilà, ce sera très certainement Paris. OK, bah, je t'y retrouverai peut-être, du coup. Ah, c'est vrai, trop bien! Ah bah, avec plaisir. Du coup, je dirais au sens large un petit peu, qu'est-ce que la course à pied t'apporte, dans ton quotidien? Soit dans ta vie d'entrepreneuse ou autre? J'espère que tu as prévu un enregistrement de 3 heures. Ça va, j'ai mon temps. Beaucoup, énormément, et c'est ce que j'ai envie de transmettre aussi, à toutes les personnes qui me suivent, qui suivent les aventures des Belles Foulées. La course à pied, c'est vraiment mon moment et en même temps, je sais que c'est une aventure qui va m'accompagner, tout le long de ma vie maintenant, parce que ça m'apporte à la fois la possibilité de me recentrer sur moi-même quand ça va pas, quand c'est le brouillard dans ma tête, que ce soit personnellement ou professionnellement, partir, chausser mes baskets et courir, waouh, ça me permet vraiment de faire le vide, de passer un moment avec moi-même, de me défouler et de rentrer où je me dis: «Ouf, je me suis fait du bien», vraiment me faire du bien, ça me permet de me sentir libre. Il y a vraiment jamais aucune autre situation, je me sens aussi libre et aussi puissante. Le sentiment de puissance quand je cours, je le ressens notamment quand je suis en séance de vitesse. C'est pour ça que j'aime bien quand même les séances où on se met assez vite dans le rouge, et les courses aussi, on se met assez vite dans le rouge, où, tu es sur piste, c'est toi, la piste, ta foulée, tes baskets, et là, le but c'est, d'aller un peu jouer avec tes limites, d'aller au-delà, et tu te sens tellement incroyablement puissante. Ça m'apprend aussi beaucoup, tu mentionnais dans ma vie d'entrepreneur, ça ressemble énormément ma vie de runneuse et d'entrepreneur, parce que, bah, ça se passe jamais comme prévu. Là, tu vois, je te parle de liberté, de puissance, mais il y a aussi énormément de séances où, tu te dis: «Mais c'est pas possible, j'avance pas, je me traîne», des courses où, tu es, asphyxié au bout de 3 kilomètres, ou
tu as des douleurs, tu te blesses, tu peux pas courir comme tu aurais voulu courir et du coup, toutes ces notions de patience, apprendre à, OK, en fait, ça demande du temps, accepter le temps long. Ça, on l'oublie, en plus dans nos sociétés où tout va à 1000 à l'heure, que c'est pas en un claquement de doigts qu'on arrive à courir un 10 kilomètres avec un chrono, qu'on arrive à faire son premier semi. Même marathon, là, du coup, je vais attendre, énormément de temps avant de faire cette distance et qu'il faut aussi être résilient, résiliente. Ça demande vraiment une capacité de se dire: «OK, je peux pas tout avoir comme j'aimerais avoir» et ouais, cette notion de résilience, de patience, elle est aussi hyper importante et c'est ce que m'apprend la course à pied. Ouais, c'est marrant la notion, hein. J'aime beaucoup poser cette question et la notion de résilience, c'est quelque chose qui revient énormément, ouais. On me dit souvent, c'est un terme à la mode, quand je l'emploie, mais c'est un terme, au début, j'avais du mal même à comprendre ce que c'était et effectivement, je pense qu'en tant que sportif et sportive, ça m'étonne pas que tu l'aies souvent parce que c'est totalement vrai. Il y a pas dans le sport, c'est l'apprentissage de la résilience par excellence. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que tu aurais un objectif un petit peu ultime, donc pas forcément sur le court moyen terme, mais plus à long terme, une course par exemple qui te fait particulièrement envie, ou autre d'ailleurs? Ah ouais, c'est une très bonne question, d'ailleurs, que je pourrais poser à à des coureuses aussi. J'ai pas trop tu vois, quand on me dit: «Ah et alors, quand est-ce que tu vas faire le marathon?» Ça a jamais été mon goal ultime de courir un marathon. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis souvent et je trouve ça totalement normal qu'il y ait des gens pour qui c'est un rêve et cetera, mais qu'il faut aussi laisser le temps au temps et qu'en fait, tu es tout aussi, légitime dans ta position de coureuse, même si tu ne fais pas de marathon. Donc là, tu vois, je vais sûrement en faire un l'année prochaine, mais c'était pas quelque chose qui me faisait juste waouh, trop rêver et j'ai pas «Ah ouais, j'aimerais trop faire un ultra ou participer à l'UTMB». J'ai pas ces distances-là ou ces courses-là en tête. J'ai plus vraiment envie et tu vois, c'est ce que je fais aussi et c'est pour ça que j'ai créé les Belles Foulées, c'est d'avoir des courses dans lesquelles je sens un collectif et qui est une cause qui va au-delà de mon objectif personnel. Moi, c'est plus des courses comme ça que je recherche aussi, de me dire, «Waouh, le jour où je ferai cette course et qu'on sera tant sur la ligne de départ et qu'on aura couru pour, faire ça, 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 c'est juste incroyable». Mais non, du coup, j'ai pas un objectif ultime de course comme ça. OK, c'est intéressant. Hem, Écoute, j'aimerais qu'on aborde un petit peu le sujet du voyage. J'ai cru comprendre que très tôt, ça a eu une place importante dans ta vie. C'est la même chose pour moi d'ailleurs et est-ce que tu peux raconter un petit peu, ton premier voyage et qu'est-ce qui a motivé ta décision à ce moment-là? Je vois que sans se connaître, tu m'as déjà bien cerné, effectivement le voyage a une place très importante et j'aime beaucoup associer aussi la course au voyage parce que pour moi, courir, c'est un voyage avec soi-même, avec les autres, enfin ouais, c'est une belle aventure et le premier voyage que j'ai fait, comme tu dis, c'est vraiment depuis petite que c'est très fort, chez moi. Ça a été, un voyage de classe en Allemagne. J'ai fait allemand LV1 et je suis partie pour la première fois toute seule 2 semaines dans une famille allemande et j'ai eu tout de suite un coup de cœur, amical avec, ma correspondante. Elle est germano-américaine. Je sais même pas si on dit ça, donc un parent allemand, un parent, américain et du coup, ça m'a confortée dans le fait que voyager, ça t'apprenait, énormément de choses et à partir de ce moment-là, j'en ai fait vraiment un objectif de me dire: «OK, chaque année, j'ai envie de faire un voyage». C'est quelque chose qui a beaucoup compté dans mon développement personnel, relationnel aussi et dans la construction de qui je suis, où j'ai envie d'aller et aussi maintenant le fait que je sois entrepreneur. Je pense que ça a vraiment joué le fait de voyager parce que ça t'ouvre tellement de portes, de une vision aussi totalement différente, bah, oui, de ton environnement où tu vois ce qui est bien, alors que quand tu restes tout le temps, tu prends pas forcément le temps de noter, ce qui te plaît moins
et quand tu reviens, du coup, tu reviens avec un bagage, rempli de choses à te dire: «OK, ça j'ai envie de l'inclure dans mon quotidien, ça il faut que je sois plus reconnaissante de l'avoir aussi, ça j'ai envie de le changer». Donc ouais, je dirais ce premier voyage, ça a été ce voyage scolaire qui ensuite a débouché sur, plein d'autres voyages. Du coup, ces autres voyages, ils ont redémarré quand dans ta vie d'adulte? Alors dans ma vie d'adulte, ils ont redémarré quand j'étais du coup, après la prépa, quand j'ai intégré l'école. C'est vraiment, je mon objectif, c'était de voyager le plus possible, donc j'ai fait, pas mal de stages à l'étranger. J'ai commencé par la Belgique, mais ça reste une différence culturelle, qui est à noter. Donc j'ai fait, mon premier stage, de césure en Belgique. Ensuite, je suis partie en Espagne. J'étais à Alicante. J'ai fait prof de français en Espagne. C'était une expérience juste incroyable. Je parlais pas espagnol, et j'en ai fait ma LV3. Je pense que maintenant je parle mieux espagnol que je parle allemand. C'était génial. Vraiment, j'ai vécu l'auberge espagnole pendant 6 mois, c'était incroyable. Je suis partie ensuite en Argentine. C'est pour ça que je voulais partir en Espagne avant pour, permettre à apprendre l'espagnol. Donc je suis partie en Argentine. Je suis allée travailler à Decathlon à Dublin aussi. Donc ça a été les gros voyages. J'ai fait un semestre à Berlin. C'était trop top. Ça a été les séjours pour lesquels je suis restée assez longtemps et où j'ai à la fois ou travaillé ou étudié là-bas. J'ai fait un voyage humanitaire aux Philippines aussi. C'était trop top. Et sinon, j'ai pu, aller visiter le Canada. Je suis allée faire dans le cadre de mon master en entrepreneuriat, je suis allée voir la Silicon Valley, donc je suis allée à San Francisco. J'ai pu voir, les grandes universités américaines, Berkeley, Stanford, c'était trop cool. Donc ouais, plein de voyages et plein d'apprentissages, de ce style. OK, et tu étais seule à chaque fois, du coup? Tu es partie seule à chaque fois? Pour les voyages associés à des études ou travail, oui, j'étais seule. Après, par exemple, Berlin ou l'Argentine où j'étais, dans le cadre de l'école puisque c'était des semestres d'études, là, je savais que j'allais avoir Oui. d'autres personnes de l'école. Mais sinon, ouais, c'était seul. OK, et ton entourage, il réagissait comment à ça? Pas trop d'inquiétude? Pas trop d'inquiétude, c'était des projets assez construits où, Ouais. par exemple, il y avait toujours une structure. Quand je suis allée en Espagne, bon, c'était un peu: «Ah bon, tu vas être prof de français alors que tu es en école de commerce, c'est quoi le c'est quoi le lien?» Mais j'ai de la chance d'avoir des parents hyper compréhensifs et qui même me poussent à faire ce qui me fait vibrer. Enfin, quand j'ai quelque chose en tête, ils savent que je vais tout mettre de A à Z pour pouvoir le concrétiser et que ça m'anime, donc ils vont plutôt m'encourager. Ça, j'ai beaucoup de chance. Et la fois où ils ont été un peu dubitatifs, c'est quand j'étais en Argentine et que j'ai fait, un road trip vraiment seule, sac à dos, de 2 semaines autour de l'Argentine. Ils se sont dit: «Attends, elle est à l'autre bout du monde, elle y va vraiment seule, 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 OK, quand même, fais gaffe», mais ils me faisaient plutôt confiance et puis, bah, voilà, c'était une envie. Ils savaient que de toute façon, ils allaient pas pouvoir faire grand-chose, donc non, c'était plutôt bien perçu. OK, et du coup, est-ce qu'il y a un voyage qui t'a marqué plus qu'un autre? Waouh! Ils m'ont tous marquée à leur manière, mais je dirais quand même ce voyage justement où j'ai fait du backpacking seule en Argentine. Ça a créé, ça a vraiment marqué, ça m'a marqué, ouais, ça a été très fort. OK. Est-ce que tu as une petite anecdote dans les tiroirs de ta de tes différents voyages? Waouh! Pourtant, j'ai réfléchi à ta question signature, l'anecdote en sport. Il y en a tellement, les voyages, c'est pareil. Attends, j'en ai plein qui arrivent en tête. Ah là, je prends Heu, de court un petit peu en plus pour celle-ci. j'avoue. Non, j'en ai pas mal. Non, si, j'en ai une. Quand je suis allée à, Dublin, ouais, je vais raconter celle-là. Quand je suis allée à Dublin, où du coup, c'était mon stage de fin d'études, je suis allée travailler chez Decathlon qui s'installait là-bas et je suis arrivée à Dublin, j'enchaînais en fait l'Argentine et Dublin.
donc j'avais pas du tout préparé mon séjour à Dublin et on m'avait pourtant dit: «Mais Pauline, Dublin, tu peux pas arriver comme ça, trouver un logement, c'est super compliqué, c'est encore plus cher que Paris, prends-toi, à l'avance». Mais du coup, je n'avais pas d'avance puisque j'enchaînais un pays à un autre, même un continent à un autre et je suis arrivée à Dublin, je dormais, sur le canapé d'un ami qui était là à ce moment-là, donc heureusement, il m'a quand même sauvée parce qu'effectivement, j'envoyais des choses, mais je voyais des 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 choses incroyablement petites et incroyablement chères. S'il y a des Parisiens ou des Parisiennes qui écoutent l'épisode, bah, c'est Paris, mais 10 fois pire, donc je sais même pas si vous pouvez imaginer parce qu'on pense que Paris, c'est le pire qui existe et j'ai galéré, galéré, galéré pour trouver quelque chose et en fait, j'ai trouvé un collège de filles, de lycéennes, donc je suis allée passer, 3 mois avant que mon pote qui était là sur place parte de sa coloc et que je puisse récupérer sa chambre. Mais du coup, je suis arrivée dans ce collège de lycéens, lycéennes qui était très insalubre. Vraiment, j'avais ma petite chambre et ensuite il y avait les douches communes, la cuisine commune. Ça me faisait un peu revivre, des années internat. Ça, c'était assez rigolo. Mais, vraiment, enfin, c'était 650 € la chambre, je m'en rappelle. Je me disais: «Bon, OK, déjà ça en moins sur la paye qui tombe tous les mois». Puis c'est un salaire de stage. Heureusement, on était plutôt bien payés, comme on était à Dublin. Et j'avais négocié en fait avec le propriétaire en lui disant que c'était pas très, logique parce que son contrat, c'était une durée minimum de 6 mois. Moi, je lui disais que j'allais rester que 2 ou 3 mois. Donc je lui avais dit: «Je peux pas signer ce contrat en l'état». Puis c'était bizarre, il me répondait pas trop et puis en fait, j'ai appris que l'internat, comme il était trop insalubre, allait être rasé, rénové et cetera. Donc du coup, le propriétaire n'est jamais revenu vers moi et je n'ai payé aucun loyer pendant 3 mois. J'ai gardé les clés, le propriétaire ne m'a jamais répondu, ne m'a jamais ressollicité, donc j'ai vécu 3 mois à Dublin sans rien payer, c'était assez magique. Donc finalement, Dublin n'a pas été si cher pour moi, je garde ce bon souvenir. C'est vrai que c'est typiquement le genre de chose qui peut arriver qu'en voyage, je pense, c'est Ouais, exactement. Du coup, pour revenir sur ton aventure, entrepreneuriale, tu nous as dit donc que tu étais entrepreneuse, créatrice des belles foulées. Comment a démarré un petit peu tout ça? Alors, après mon école de commerce, j'ai passé 2 ans dans une start-up qui crée, des micro-aventures qui s'appelle la Madjack. J'ai passé vraiment 2 années formidables où j'ai, appris plein de choses. J'étais la première employée des fondateurs, donc Maëlle et Vincent et mon copain aussi était entrepreneur. J'étais dans un vivier d'entrepreneuriat, quoi. On était dans un coworking, il y avait des entrepreneurs, on bossait avec des freelances, donc des auto-entrepreneurs. Donc ça me titillait quand même depuis un moment de me dire: «OK, moi aussi un jour j'aimerais bien créer mon truc». Et au bout de, bah, oui, 2 ans, à la Madjack, je me suis dit: «Bon, j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour, c'est leur bébé, leur projet. Moi aussi maintenant j'ai envie de créer le mien» et du coup je suis partie de la Madjack en me disant: «Allez, je crée mon projet» sans trop savoir ce que je voulais faire. Mais je savais que je voulais travailler dans le sport. Là, ça faisait du coup assez longtemps que je pratiquais j'avais une pratique de la course à pied intensive et que je m'étais dit: «J'ai vraiment envie de travailler autour de ma passion». J'ai envie de tester et en plus, bah, les fondateurs de la Madjack avaient réussi à le faire alors qu'il y avait beaucoup de personnes qui disaient que mêler passion et travail, ça pouvait être dangereux. Je me suis dit: «Bah, la preuve, ça existe, donc c'est possible» et j'en avais envie. J'avais envie que mon quotidien, soit mêlé avec ma passion et que mon travail soit mêlé avec, ce qui m'animait au quotidien et au début, je me suis dit: «Bon, bah, qu'est-ce que je sais faire?» J'ai fait une école de commerce, pourquoi pas créer un produit? Je suis très grande et je m'étais dit: «Je vais créer le legging des femmes, qui courent et qui sont grandes» pour leur permettre d'avoir un legging qui arrive, bien jusque sous cheville quand il fait des températures comme ça à -1 degré. Tu es contente quand, il y a tout qui est bien couvert quand même. Et je suis partie là-dessus, donc j'ai créé, une communauté autour de ça. Je me suis renseignée, auprès des besoins des femmes qui courent sur, OK, c'est quoi, ton matériel, ton équipement, est-ce que ça te convient? Et hem et en fait, de fil en aiguille, j'ai vraiment commencé à créer une belle communauté et je suis partie quand même au Portugal, voir les entreprises, les usines. J'ai bossé avec une styliste, donc j'avançais dans le projet et en parallèle, il y a des femmes qui ont commencé à me dire: «Ah mais c'est hyper inspirant, moi aussi j'aimerais bien courir, tu pourrais pas, créer un plan d'entraînement, me proposer quelque chose?»
Et je me suis dit: «Ah mais ouais, carrément», puis ça m'a trop boostée, donc j'ai commencé à créer des programmes d'entraînement où j'enregistrais la séance parce que je voulais que ça soit très personnalisé et je me suis rendu compte que ce qui bloquait ces femmes à se mettre à courir, c'est qu'elles savaient pas par quoi commencer, c'est qu'elles avaient plein de croyances sur elles-mêmes et c'est qu'elles se disaient plein de choses, hyper, négatives sur elles et je me suis retrouvée, moi, quand j'ai commencé à me dire: «Mais en fait, je vais dehors, qui je suis pour faire ça? Tout le monde me regarde, en fait, je sais pas courir, je dois être ridicule». Toutes ces pensées négatives qu'on se dit. Donc j'ai créé un programme où, je leur dis tout l'inverse en disant, «En fait, on s'en fout, tu souffles, tu es rouge, oui, bah, vas-y, sois fière de tes foulées, sois fière d'être là, c'est ouf ce que tu fais» et en même temps, en leur décrivant, comment faire la séance, pas aller trop vite, très technique et ça m'a trop plu de faire ça, vraiment de créer ces programmes, de créer ces audios et je me suis dit: «Bah, ouais, en fait, ça me demande du temps, je vais les commercialiser, je vais voir ce que ça va donner» et j'ai fait un 1er test en me disant: «OK, je crée une promo, allez-y les filles, je vais vous accompagner». Ça a vraiment bien marché, ça a bien pris. C'était en l'été 2022 et c'est à ce moment-là où je me suis dit: «OK, je peux pas mener les 2 de front». J'étais toute seule et je me suis dit: «Je peux pas et développer une marque de vêtements et développer des programmes, d'accompagnement» et quand j'ai voulu être vraiment honnête avec moi-même, ce qui me faisait le plus vibrer, dans lequel je voulais vraiment me lancer, mais qui me faisait aussi le plus peur parce que j'avais ce syndrome de l'imposteur, là aussi le sentiment de pas être légitime. Tu es pas légitime quand tu cours, tu es pas légitime quand tu accompagnes les gens qui courent. Beh, c'était ça que j'avais envie de faire, donc je me suis mise à 100 là-dessus et aucun regret et depuis, je m'éclate et c'est juste ouf. OK. Et du coup, tu t'adresses, essentiellement, enfin, voire exclusivement aux femmes? Ouais, totalement. Les belles foulées, OK. pour le moment, c'est, pour, les femmes Et exclusivement. c'est parce que du coup, ce sont plutôt des femmes qui sont venues te voir, au départ, ou c'était une volonté de ta part, aussi? C'est parti du projet aussi que je voulais créer une ligne de vêtements pour les femmes. OK. Je me suis très vite nichée vers les femmes qui courent. Effectivement, ça a été des femmes qui sont venues me voir en premier. J'ai maintenant des hommes qui viennent, me dire: «Mais pourquoi c'est que pour les femmes?» et je ne dis pas que plus tard, j'élargirai, je créerai des programmes d'accompagnement mixtes, mais c'est aussi un des constats que je me suis fait. Bah, déjà, les études qui montrent qu'il y a encore moins de femmes à participer aux compétitions. On est, quasiment 50-50 à dire pratiquer la course à pied, à courir, mais ensuite à prendre des dossards, c'est encore très masculin. Dans les clubs, c'est aussi encore très masculin. C'est Le vrai. monde du sport est de manière générale encore très masculin et du coup, je me suis dit: «Bah, j'ai envie», en fait, c'est comme la, discrimination positive, de faire en sorte qu'il y ait plus de femmes à l'entrée qui soient là, qui prennent confiance en elles et qui, prennent, la ligne de départ, se sentent capables de faire toutes les courses qu'elles ont envie de faire et de me concentrer sur elles. OK. Et en France, c'est quand même, c'est assez réglementé tout ce qui est accompagnement. Concrètement, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, sans diplôme, et après quels diplômes permettent de faire quoi? Ouais, totalement et ça a été, comme je te disais, un peu aussi ma limite quand j'ai commencé à faire des programmes d'accompagnement. Ce truc de: «Ah ouais, mais attends, en fait, moi j'ai fait une école de commerce, oui, j'ai pas le droit». Donc très vite, je me suis renseignée, en plus, le fait d'accompagner, que ce soit, légal, pas légal, j'avais déjà en tête de vouloir, me former sur, l'accompagnement. Ce que tu peux faire, c'est que quand tu fais des programmes d'accompagnement en ligne, donc ce que je propose, des accompagnements digitaux, tu n'as pas besoin de passer, de diplôme. C'est, OK. voilà, c'est pas une obligation légale d'être, formé et à partir du moment où tu encadres physiquement, où tu veux faire de l'accompagnement sportif physique, du coup en face à face avec, les personnes que tu accompagnes, là, tu dois avoir un diplôme de coach sportif. OK. Et moi, bah, alors moi, du coup, j'étais totalement dans la légalité, mais ça a été vraiment une envie, de développer des connaissances et aussi de rentrer dans le milieu de, l'entraînement, l'accompagnement, plus fédéral aussi,
Donc c'est comme ça que je me suis lancée dans la formation, d'entraîneur spécialisé dans tout ce qui est running, demi-fond, trail, marche nordique. OK. Concernant ta création de contenu, donc tu nous as dit que tu avais une newsletter, tu étais présente aussi sur LinkedIn, et Instagram. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quand a démarré, ces 3 quand ont démarré ces 3 contenus-là? Alors LinkedIn, j'ai commencé dès à partir du moment où j'ai quitté mon CDI. OK. C'était vraiment mon réseau de prédilection, enfin ça m'avait tout de suite un peu, titillée. J'ai fait un bootcamp, LinkedIn d'ailleurs et ça m'a beaucoup inspirée pour créer mon propre, bootcamp en course à pied. Le bootcamp de Nina Ramen, qui a créé Ramène ta fraise avec, Élise Murigneux, si ça te dit quelque Oui, chose, ouais. donc elle communique beaucoup sur LinkedIn, forcément et j'ai participé à la toute première promotion qu'elles ont fait du bootcamp, ça m'a beaucoup plu. Là aussi, c'est réservé exclusivement aux femmes pour qu'elles prennent la parole. Ça m'a, aussi permis de parler de sport sur LinkedIn qui était à l'époque pas du tout, abordé. Alors que, comme on l'a vu, le sport, ça apporte énormément aussi dans ta vie professionnelle. Donc j'ai été aussi contente de faire partie des pionnières à parler de sport sur LinkedIn. Très vite aussi, j'ai créé ma newsletter. C'est un des conseils qu'on m'a donné aussi et que je trouvais, très très pertinent de se dire que, bah, les réseaux sociaux, c'est top, mais tu es quand même dépendant, d'algorithmes, d'une plateforme, qui voilà, c'est pas toi. Et du coup, j'ai créé ma newsletter dans la foulée, pareil de début 2022, notamment grâce aux femmes qui ont répondu à mes questionnaires sur leur équipement, comment elles se sentent et cetera. Donc très vite, j'ai pris plaisir à écrire du format plus long que sur les réseaux sociaux. Et Instagram, finalement, c'est arrivé assez tard et c'est toujours un peu le réseau que j'ai du mal à animer et à approfondir. Je l'ai développé, printemps-été 2022, je dirais. Et j'ai encore du mal, à avoir une publication régulière, qui tienne la route, mais ça va être un des objectifs de 2024 d'être, un peu plus régulière et présente sur la plateforme. OK, parce que du coup, c'est uniquement quelque chose dont tu te sers, au niveau professionnel? Tu étais pas forcément présent sur la plateforme, avant? Oui, j'ai quand même un compte perso aussi, mais je l'utilisais, très peu pour publier. Ouais, j'étais pas très active non plus, donc ouais, je l'utilisais pas non plus personnellement beaucoup, donc ouais, il faut que je m'y mette, professionnellement. OK. Du coup, aujourd'hui, c'est quoi ton principal canal d'acquisition, pardon, pour ta newsletter? Alors mon principal canal d'acquisition pour la newsletter, c'est LinkedIn. Ça reste OK. vraiment LinkedIn, c'est là que j'ai le plus de personnes qui viennent, me suivre. OK. Tu combien de personnes à peu près aujourd'hui? Sur la newsletter ou sur Ouais, LinkedIn? sur la newsletter Sur qui la te lisent? newsletter, j'ai environ 1 300 personnes. OK. Ce qui est pas mal en 1 an et demi. Je suis contente, puis ça reste, du coup une communauté hyper engagée, donc c'est top. OK. Concernant le bootcamp, du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Qu'est-ce qu'on y trouve concrètement dedans? Ouais, carrément. Alors, le bootcamp, j'ai appelé ça le bootcamp «Défoulez-vous». C'est des aventures de 3 mois pendant lesquelles on est un groupe de femmes, qui ne dépassent pas 30 et sur 12 semaines, l'objectif, c'est à la fin de se retrouver sur une de nos courses partenaires pour courir tout ensemble un 10 kilomètres. Comment ça se passe? C'est que chacune a son espace perso avec un programme d'accompagnement qui est constitué de 2 à 3 séances de course par semaine, une séance de renforcement, des séances de mobilité, des séances d'étirement. Donc tout est vraiment planifié et c'est à chaque participante de choisir et à chaque fin de semaine de bloquer ses créneaux pour, ces différents, moments sportifs. Et en fait, c'est ce que je te disais au début du podcast, c'est que chacune des séances est guidée. Donc pour, les séances de course, il y a un audio pour chacune des séances. On commence avec, des séances, enfin le plan est très progressif et les premières séances consistent en une alternance entre de la marche et de la course et c'est vraiment se dire: «OK,
le but, c'est pas de courir, 30 minutes et de toujours aller, plus loin, toujours plus vite. C'est d'apprendre à se réapproprier son corps, à se ressentir bouger, à se féliciter de chaque étape franchie et dans ces audios-là, j'ai vraiment à cœur d'à la fois de rassurer, de motiver et en même temps d'apporter des conseils techniques comme, te concentre pas trop sur ta foulée, comment gérer ta respiration, qu'est-ce que tu fais si tu te sens au bord de l'asphyxie, qu'est-ce que tu fais si tu as un point de côté, la posture et cetera pour que, je les accompagne en fait pas à pas, foulée après foulée. Dans ces aventures, ces bootcamps aussi, on se voit très régulièrement en live parce que l'objectif de ces bootcamps, c'est de laisser à chaque participante la flexibilité, la liberté de faire leur séance quand elles veulent, où elles veulent. Vraiment, il y en a qui se levaient à 6 heures pour faire la séance, d'autres qui préféraient faire ça à 20 h, 21 h, après avoir, couché les enfants. Donc c'est vraiment, leur laisser la possibilité de caler cette séance quand elles veulent mais d'avoir ce collectif qui est là, qui est super important et du coup de se retrouver, d'avoir des moments où on échange, en direct. On est aussi, sur un groupe privé où on échange quasi quotidiennement. En fait, je les incite à la fin de chacune des séances de publier leur séance, une photo, la photo finisher, d'expliquer leur ressenti à leurs collègues de course et de se féliciter et cetera. C'est incroyable la sororité qui émane de ces aventures où elles sont toutes à, communiquer sur, «OK, voilà comment j'ai fait, voilà les points positifs, les points, ou d'amélioration, ce qui s'est bien passé, pas bien passé, baisse de motivation». Elles s'envoient, tellement d'amour, de soutien. Maintenant, elles sont devenues un toutes à chaque fois, on finit les promos et elles deviennent une vraie bande d'amies où elles se reprogramment des courses entre elles, elles ont déjà la fixée, je sais qu'il y en a, 3-4 qui font, une course, mi-mars de la promo de cet été, d'autres qui savent déjà qu'elles vont se revoir pour la parisienne, l'année prochaine, donc c'est hyper fort. Donc voilà, le groupe privé, ce qu'il y a aussi, c'est que j'ai constitué un board d'expertes santé où du coup, moi, Pauline, je suis leur accompagnatrice, coach, course à pied, mais il y a aussi une prof de yoga, donc on se fait un cours de yoga souvent la semaine ou les 2 semaines avant la course. Il y a notre experte nutritionniste qui est là pour donner des conseils sur l'alimentation, la nutrition, l'hydratation. J'ai aussi une experte en santé de la femme pour, donner des conseils sur comment gérer, sa pratique avec son cycle menstruel et on a aussi une kiné spécialisée en tout ce qui est problématique de périnée, qui est un sujet hyper important, mais dont on parle jamais, qui est encore hyper tabou donc ces aventures sont là aussi et là, reviens sur le fait que ce soit pour le moment 100 féminin, c'est qu'on va aborder des sujets et les femmes sont totalement à l'aise de parler de fuites urinaires, de règles, de problèmes qui les concernent et qui restent tabous dans le monde actuel et dans nos sociétés. Bah, là, il y a aucune barrière et on peut parler de tout sans tabou. OK, c'est intéressant. Justement, du coup, est-ce que tu aurais un conseil un petit peu général dont on ne parle pas forcément et toi qui te paraît important? Un conseil concernant la course à pied? Oui, ouais, concernant la course à pied et qui aborderait l'un des thèmes que tu viens d'évoquer. Il y en a beaucoup. Je si je mets ma casquette de coach et que du coup je parle pas, tout ce qui va être, niveau périnée ou alimentation, cycle menstruel, mais ouais, niveau course à pied, on va dire, exclusivement, c'est la tendance qu'on a maintenant et avec tout le contenu qui existe, de très vite se dire qu'on ne sait pas courir, que notre foulée est pas bien et de se poser 400 000 questions sur ma foulée, est-ce que je fais une attaque talon, attaque, médio-pied, ma cadence, enfin de très vite aller chercher des améliorations constantes de sa foulée avant même d'avoir, fait, des kilomètres et des kilomètres, juste naturellement parce que notre corps est fait pour courir. On est des êtres humains qui sont faits pour, courir. Nos ancêtres ne faisaient que courir et juste de s'autoriser à se faire suffisamment confiance pour, au début, juste courir et se dire: «OK, en fait, je cours comme je cours», avant d'aller chercher la petite bête et d'aller se mettre des freins et des chaînes à essayer de tout changer parce qu'on a l'impression de pas faire comme il faut et de ne pas faire bien. OK.
Et juste un mot sur le yoga, du coup. Ce serait quoi les bienfaits du yoga sur la course à pied? Est-ce qu'il y a un intérêt justement à inclure des séances de yoga régulièrement? Totalement. On a fait un épisode de podcast, d'ailleurs, c'est l'avant-dernier épisode de podcast des Belles Foulées avec Cécile qui est du coup notre experte, yoga, où l'intitulé c'est, «Les postures yoga appliquées au running» et je laisserai les auditeurs et auditrices aller, creuser ce sujet-là, en allant écouter l'épisode. Mais effectivement, c'est hyper complémentaire, à la fois, avant les séances de course, mais aussi, entre des séances de course. Donc pour préparer le corps à être apte à, encaisser les impacts, les chocs de la course à pied et aussi entre des séances de course pour le soulager, l'étirer. Donc il y a vraiment différentes postures pour chaque qui sont hyper intéressantes dans, venir assouplir parce que, on a tendance à se raidir en tant que coureur et coureuse et du coup venir, assouplir les muscles qui travaillent bien et en amont de la course, à venir les travailler, les chauffer pour qu'ils soient prêts et favoriser une meilleure performance et une meilleure récupération, par la suite. OK, bah, c'est intéressant, ouais, je vais m'y pencher aussi. Hem, Comment tu vois évoluer un petit peu ce bootcamp dans les années à venir? Ce serait quoi un petit peu tes ambitions sur ce projet-là? Alors déjà, je suis, hyper contente de comment il a évolué là sur l'année 2023. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un bootcamp dont la course partenaire était la Parisienne et ça a été, vraiment un super succès où, on a créé une émulation, incroyable et beaucoup de participantes, je les appelle les super foulées, les participantes au bootcamp, beaucoup de super foulées ont tout de suite voulu continuer l'expérience avec les belles foulées. Donc en fait, on a terminé le bootcamp avec la Parisienne et ce qui est cool, c'est qu'elles m'ont pas laissé le choix que de, créer un niveau 2 de ce bootcamp. Donc, en fait, elles ont réenchaîné avec une aventure où là, je les ai amenées à se familiariser avec un peu les séances clés, et le jargon de la course à pied. Donc tester, des séances de fractionnés un peu plus, pushy, des séances, je sais pas comment dire pushy, je fais des anglicismes maintenant, mais qui sont un peu plus demandantes. Des séances aussi spécifiques, 10 kilomètres, aller tester des séances, escaliers, des séances de côte, des voilà, toutes les séances qu'on voit sur un plan d'entraînement, 2 fois, 6 fois, 30-30, R égale 3, tu vois? Des choses comme ça et vraiment, les familiariser avec ça et démystifier un peu l'aspect compète et performance, mais tout en leur disant: «OK, là, on se fait une prépa, 10 kilomètres, un peu plus orientée, vous allez faire un meilleur chrono». Donc en fait, maintenant, j'ai vraiment 2 produits. J'ai le bootcamp Défoulez-vous qui permet aux femmes de remettre à courir sans objectif de temps, de chrono, de performance et le niveau 2 de ce bootcamp pour, aller un peu plus loin et là, pouvoir être un peu plus dans une logique de performance, et de chrono. Donc ça, c'est déjà vraiment cool et j'ai envie de consolider cette, logique de progression, pour l'année à venir. J'ai beaucoup aimé et c'est ce que je vais consolider aussi dans les années à venir, le fait de se voir en présentiel, toutes à la fin de ces aventures et d'avoir des courses qui nous font confiance, qui viennent, clôturer ces expériences où par exemple avec la Parisienne, on a beaucoup communiqué en avant. Là, ça a été, on a clôturé le dernier bootcamp de l'année 2023 avec les 10 kilomètres de la Tour Eiffel. Ça reste pour le moment des courses parisiennes parce que c'est assez pratique pour que chacune, viennent, sur Paris, même si, elles viennent vraiment de partout. Ça, je préfère le souligner. Elles sont vraiment, il y en a une qui venait de Strasbourg, une qui venait de Bruxelles, on a même une qui venait de Toronto, maintenant qui habite en région parisienne. Mais voilà, elles viennent de partout et on a décidé pour le moment de s'associer avec des courses parisiennes parce que ça facilitait, les retrouvailles. Mais ça, vraiment, ouais, de cet aspect festif et célébration avec une course où on se voit en chair et en os, j'ai vraiment envie de le consolider. Et pourquoi pas à terme, dans quelques années, créer des courses, des belles foulées pour clôturer ces expériences. C'est quelque chose qui m'animerait beaucoup. J'ai un lien particulier aussi avec, la recherche pour le cancer du sein, donc créer aussi, des courses, aspect caritatif, ça me plairait beaucoup
Mais je vais m'arrêter là parce que je déborde d'idées aussi pour la suite de ces bootcamps, donc ça fait déjà pas mal, mais voilà quelques pistes, d'évolution que j'aimerais creuser. OK, c'est intéressant. Et du coup, pour le moment, tu préférerais, comment dire? Tu préfères te concentrer sur ce bootcamp-là et focaliser toute ton énergie dessus plutôt que, essayer de démarrer d'autres projets en parallèle ou pourquoi pas reprendre ta marque Ouais. de vêtements, par exemple? C'est une très bonne question. Effectivement, là, j'ai envie de m'appuyer sur ces bootcamps, de les développer, de voir ce que je peux faire parce que aussi je me rends compte que, bah, c'est jamais le même «produit» entre guillemets d'une édition à l'autre et il y a encore beaucoup à faire, de contenu à créer. Tu vois? Par exemple, pour les séances de renforcement, pour le moment, j'ai créé qu'une vidéo. L'idée, c'est d'aller, plus loin que ça et de leur proposer, différentes vidéos pour les accompagner au mieux sur, cet aspect crucial qui est la course. J'aurais pu dire ça aussi comme, apprentissage et chose qu'on oublie souvent, c'est que faire de la course à pied, c'est pas que courir et le renforcement est un des paramètres à ne jamais négliger. Donc tu vois, il y a vraiment plein, plein de choses pour étoffer ces aventures et je pense que s'il y a un autre produit à créer, donc pour le moment, je dirais pas encore sur ma marque de vêtements. Je suis d'ailleurs en discussion avec plusieurs, jeunes marques françaises qui font des vêtements avec lesquels on pourrait faire des choses et le partenariat, moi, c'est un des leviers que je veux renforcer dans les années à venir et il y a des choses incroyables qui existent déjà et je préfère m'associer à ces entreprises-là que je connaissais pas encore et qui font du super taf que de créer une énième marque. Mais j'aimerais bien aussi, je pense, essayer de valoriser la création de contenu que je crée à côté. C'est un sujet dont on pourra, d'ailleurs parler ensemble, tu vois? Pourquoi pas, aller, creuser et intensifier ma création de contenu de podcast et de chercher des sponsors, par exemple, je verrais plus ça comme ça que de créer un autre produit, 100 course à pied parce que le bootcamp, je vois encore, tellement d'évolution et ouais, de manière de le perfectionner que j'ai vraiment envie de m'investir, beaucoup dessus. OK. Justement, je voulais aborder un petit peu le sujet du podcast. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, du coup, qu'est-ce qu'on y trouve concrètement? Et quelle est la différence entre le contenu que tu crées sur le podcast et sur tes autres plateformes? C'est assez récent en plus le podcast. J'ai fait une première série, en fait, j'aime bien commencer par, enfin faire mes podcasts par saison. J'avais fait une première saison plutôt fin 2022 où c'était comment se mettre à la course à pied et s'y tenir et c'était vraiment des conseils de, OK, comment garder la motivation, c'était en plein hiver aussi donc comment courir quand il fait nuit, froid et qu'il pleut. Des portraits de femmes, qui courent, et qui ont une histoire à partager aussi. Et j'ai relancé une saison en automne, bah, là, septembre-octobre. C'est pour ça assez récent. J'avais laissé le projet là en 2023, j'avais été un peu emportée dans le tourbillon des bootcamps et autres sujets à gérer. Et je suis vraiment contente depuis septembre, je suis régulière où chaque semaine j'ai sorti un épisode. Et là, j'ai différentes, thématiques où j'ai une série qui s'appelle «Le journal d'une entrepreneuse» où je livre vraiment mes coulisses de ma vie d'entrepreneur et du coup, je livre les coulisses de ma vie de runneuse et d'entrepreneur comme, je fais avec toi aujourd'hui. Je trouvais ça intéressant et en fait, je me rendais compte que même pour les femmes qui venaient dans mes bootcamps, elles aimaient bien savoir, comment je créais ça, où j'en étais. Il y a vraiment un lien qui se crée, assez intime du coup avec, les femmes qui écoutent, cette série. Ça, c'est une première thématique. J'ai aussi les thématiques expertes où en fait, toutes les femmes qui interviennent sur mes bootcamps viennent parler de leur thématique à mon micro et il y a encore tellement énormément de questions que même les femmes qui passent par mes bootcamps en 3 mois, on n'a pas le temps de tout creuser sur, comme on en parlait là, les postures du yoga, favorables pour le running, comment gérer, sa pratique avec son cycle menstruel, comment préserver son périnée, dans la pratique de la course à pied, tout ce qui est nutrition, tout ce qui est aussi, j'ai beaucoup de questions sur, comment courir quand on est en périménopause ou ménopause et tout ça en fait, ça reste, des sujets qui ne sont pas abordés. Donc c'est quelque chose que j'ai à cœur de développer
Et autre thématique et dernière thématique, c'est, tout ce qui est portrait de j'appelle ça les portraits de belle foulée. Ce sont des femmes, d'ailleurs, j'aimerais beaucoup t'avoir à mon micro pour raconter, ton histoire avec la course à pied, tes motivations, ton comment tu t'y es mise et cetera et que ce soit, de tout profil, débutante, initiée, amatrice, pro et que ça soit vraiment, que des femmes qui courent et qui sont encore, moins médiatisées que les hommes. Bah, écoute, ce sera avec grand plaisir. Trop bien. Du coup, ce serait quoi un petit peu, comment dire? Est-ce que tu as une vision sur ce projet-là que tu aimerais développer en particulier? Ou c'est un petit peu, voilà, tu vois en fonction de comment ça évolue et tu adaptes en fonction des années? C'est bien, tu vas me faire, je suis en plein là-dedans dans le bilan 2023, objectif 2024, donc je vais pouvoir, commencer à te dire mes grandes lignes et grands objectifs pour 2024 concernant ce podcast. J'ai pas mal de partenaires, comme je te disais, le partenariat, c'est, mon levier principal, de développement des belles foulées, avec LinkedIn, mais LinkedIn qui est du coup un réseau social. Le partenariat, c'est vraiment un pilier important, dans le développement et j'aimerais proposer à ces partenaires d'être aussi, pourquoi pas des sponsors sur mon podcast et voir comment on peut faire et tu vois, pourquoi pas, co-créer des épisodes ensemble, voir, ce qui serait possible de faire. Parce que, bah, je c'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais c'est très chronophage le podcast. Donc je sais qu'en fait, si je ne peux pas me rémunérer sur, cette création de contenu, je pourrais pas faire autant et tu vois, ce que je t'ai dit, c'est qu'il y a beaucoup de thématiques, j'ai beaucoup d'ambition pour le podcast là. Qui dit beaucoup d'ambition dit beaucoup de temps et si je peux pas le rémunérer, ça sera juste pas possible pour moi d'ensuite, assurer un développement, rentable qui me permette de vivre, des belles foulées donc voilà l'idée, c'est vraiment de faire du podcast un pilier rentable des belles foulées. OK, parce que pour l'instant, tu travailles, seule dessus. C'est toi qui fais tout de A à Z? Ouais, OK. exactement. Pour le moment, c'est pour ça, si je me dis: «OK, j'ai mes bootcamps» et du coup, je passe quand même beaucoup de temps dans la création de contenu et que je suis toute seule, à un moment, il faut que je m'y retrouve et avoir, tu vois, pour tout ce qui va être montage et cetera, j'aimerais bien me faire accompagner, mais ça demande de l'argent. Donc cet argent-là, comment je le génère? Et c'est la problématique de tout podcasteur, de trouver, un peu enfin même pas un peu, mais totalement des fonds pour te permettre de vivre un peu de cette activité, au moins de pas perdre de l'argent, sur cette création de contenu. Ouais, bah, j'ai exactement la même réflexion que toi en ce moment. Donc, ouais, c'est aussi quelque J'imagine. chose que que j'aimerais mettre en place l'année prochaine. Et du coup, sur tes autres projets, tu es seule également ou est-ce que tu travailles quand même avec d'autres personnes? Du coup, pour les bootcamps, j'ai, mon board d'expertes qui me Oui, soutient ouais, beaucoup en dans plus, ouais. ouais, dans la gestion du bootcamp, l'animation des lives et cetera, donc ça, c'est vraiment top et sinon, non, pour le moment, je suis toute seule. Ça aussi, c'est un des objectifs que j'ai noté pour le moment dans ma roadmap de 2024. C'est, bah, pour 2024, commencer à déléguer. Un gros, gros sujet, mais j'en ressens le besoin et effectivement, tu vois, je pense notamment à tout ce qui va être community management. On parlait d'Instagram où je sais que c'est quelque chose qui me demande du temps et c'est pas forcément, quelque chose qui est, inné chez moi. Donc je me dis me faire accompagner là-dessus, et pouvoir déléguer certaines choses de création de contenu, ça va être un point sur 2024 et pareil dans tout ce qui va être, organisation, gestion, notamment des questions des femmes, qui font les bootcamps pour qu'elles soient accompagnées au mieux aussi, d'avoir, un bras droit, quelqu'un qui m'aide à structurer et organiser et suivre le parcours des super foulées, c'est quelque chose que j'ai en tête pour 2024. OK. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé et que tu aimerais aborder avant qu'on passe, sur les questions de la fin? Écoute, on a fait, pas mal on a abordé pas mal de thèmes. Je pensais pas que j'allais me livrer autant pour tout te dire donc écoute, peut-être un des sujets que les gens n'ont pas forcément en tête,
Le fait que je me suis rendu compte depuis que je me suis lancée à mon compte, où on parlait notamment de mêler passion avec son métier. C'est un gros challenge en fait parce que je m'étais dit: «Bah, c'est cool, je me lance dans la course à pied. En plus, je passe, une formation pour être coach. J'accompagne des femmes à courir, donc en fait ma pratique ne va être qu'amplifiée, je vais performer aussi». Et on se rend vite compte que quand on est entrepreneur, ça prend une énergie incroyable. Après je veux dire, quand on est entrepreneur, ça peut être le cas quand on est maman et cetera, mais moi j'avais en tête que j'entreprends dans le sport, donc forcément en fait, je vais avoir des performances, je vais battre tous mes records, ça va être juste incroyable et non, 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 non. Donc ça, intéressant que quand on entreprend dans le sport, ça veut pas dire qu'on va plus performer dans le sport et que finalement on va avoir plus de temps à consacrer dans sa passion 100%. Donc ça, c'est aussi peut-être un écueil qu'on peut avoir quand on se dit: «OK, je veux vivre de ma passion, mais en fait, je suis pas payée à courir. Je suis pas sportive de niveau». Donc là encore, je vis je mon activité professionnelle, j'ai tourné autour de ma passion, mais c'est dangereux de penser que du coup, ton activité de coureuse, ne va être que, galvanisée par ce que tu fais, à côté dans ta vie, professionnelle. Je sais pas si c'était très clair, mais je pense que c'est un point important à dire que moi c'est une 1re fois en 2022 où j'ai été blessée et justement je me suis dit: «Mais c'est pas possible, alors que justement j'ai envie de faire, ma passion mon métier, fais gaffe» et cetera. Et en fait, j'ai compris que je pouvais pas performer à tous les niveaux, monter ma boîte, vouloir, avoir des records dans la course et qu'il fallait bien séparer encore les 2 casquettes. OK. Aujourd'hui, c'est quelque chose que tu arrives à faire? Tu arrives à allier les 2 sans délaisser l'un ou l'autre et sans être frustré d'ailleurs de pas d'avoir que des journées de 24 heures finalement? Oui, c'est trop ça. Bah, c'est un apprentissage constant et je suis contente parce que depuis, ouais, printemps 2023, début été 2023, c'est vraiment quelque chose où je fais attention et je suis beaucoup plus, j'essaye d'être beaucoup plus indulgente aussi dans ma pratique où, à un moment j'étais, «Ah bah non, non, il faut respecter le plan. Là, allez, go, 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 fais tes séances», comme on peut l'être souvent quand on court, qu'on prépare des compétitions. Et là, j'ai essayé vraiment d'être beaucoup plus indulgente en me disant: «OK, là, en fait, ta priorité du moment, c'est, ton bootcamp, le lancement. Tu peux pas, te dire que tu te mets cet objectif-là en course à pied». Donc ouais, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup plus en tête, que j'accepte plus et que j'essaie de mieux organiser, dans ma vie d'entrepreneur. OK. Est-ce que finalement tu as réussi à te prendre de passion aussi sur, tous les aspects qu'il y a autour de la course à pied qui ne sont pas de la course à pied? C'est quelque chose, que j'avais un peu abordé avec, Samy Terki et il me disait Mmh. que, voilà, quand tu veux «vivre de ta passion» entre guillemets, bah, au final, tu te retrouves à faire des choses qui ne sont pas forcément directement liées et si tu te prends pas de passion pour ces compétences-là aussi, donc typiquement, ça peut être, bah, la communication, le marketing et cetera, bah, tu as vite fait de t'en «dégoûter» un petit peu entre guillemets. Toi, est-ce que c'est quelque chose, auquel tu as pensé à un moment donné? Ouais, je comprends tout à fait où, en fait, quand tu es entrepreneur, le cœur de ton métier accompagne là, c'est ce que je te disais, en fait, je suis passionnée de course à pied, mais je suis pas payée à courir. Donc, si j'aime pas, écrire sur LinkedIn, écrire mes newsletters, communiquer avec des gens, via mon podcast, créer une stratégie pour mes bootcamps, accompagner des femmes, voir, comment marche l'emailing et cetera. Comme tu dis, en fait, tu peux pas en vivre. Donc, il faut je me suis vraiment aussi passionnée d'entrepreneuriat et ça, c'est aussi, à la fin de mes études, je l'avais déjà senti que quand j'ai fait un master entrepreneuriat et je m'étais dit: «Mais en fait, j'adore tous ces trucs de, tu crées, tu inventes, tu testes, tu échoues, tu retestes», qui est en fait très lié au voyage de la course à pied et comme tu dis, si tu trouves pas un intérêt, si tu t'éclates pas dans ce à côté qui peut être totalement en fait dissocié du cœur qui est là, la course à pied, bah ouais, forcément ça peut pas marcher et ça va coincer un moment. OK. Bah, écoute, je te propose qu'on passe sur, 3 petites questions rapides pour la fin. La Oh, première, il y c'est en a est-ce qu'il y 3. a Ouais. 3 questions. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué durant ta vie? Ouais. Je dirais le livre de Stéphanie Giquel. Je sais pas si tu connais cette, Non. sportive. C'est une, sportive de l'extrême et aventurière.
Donc elle a écrit 2 livres. Moi, son livre qui m'a vraiment marqué il s'appelle «En mouvement». C'est un livre où elle raconte ses différents exploits sportifs et d'aventures, mais vraiment, sans dire: «Voilà, j'ai fait ça, c'est incroyable» et cetera. Mais elle le raconte, c'est très humain, très humble finalement et elle insiste sur le fait que, tu peux être en mouvement dans tous les domaines de ta vie, dans chaque chose, mais qu'en fait, dans peu importe dans ce que tu te lances, que ce soit, créer une famille, faire un marathon, faire ton premier 10 kilomètres, courir 30 minutes, peu importe. Ce qui est important, c'est de persévérer, croire en toi, savoir te relever, rebondir et je trouve que cette femme est très inspirante. Elle a fait, aussi, enfin, elle n'était pas destinée à faire ce qu'elle fait. Maintenant, c'est une ultra traileuse. Elle détient le record du monde de 24 heures. Elle a traversé, l'Antarctique ou l'Arctique? À chaque fois, j'ai un petit doute, mais elle a fait des choses incroyables et alors qu'elle a fait, pareil, une prépa, une école de commerce et ensuite elle s'est mis maintenant elle est en équipe de France, d'athlétisme et ouais, c'est une personne très, très inspirante et du coup, son livre «En mouvement», je te le conseille et je le recommande aussi à tous les auditeurs et auditrices. C'est ça donne envie, bah, de se mettre en mouvement, mais dans n'importe sans se dire: «Ah oui, mais moi, je suis pas capable de faire ça». C'est vraiment moi, c elle m'a été, je l'ai lu au tout début de mon aventure entrepreneuriale et ça a été un des boosters de me dire: «OK, vas-y, lance-toi dans ce que tu as envie de faire, même s'il y a 46 000 obstacles, si tu as l'impression que c'est pas possible, bah, vas-y, fais-toi confiance, fonce et mets-toi en mouvement». Donc ouais, je le recommande à toute personne qui a de l'ambition, qui a des rêves parce que ça aide vraiment à ne rien lâcher. OK, ça marche, j'irai jeter un œil. 2e question, quel est le souvenir que tu aimerais laisser derrière toi? Waouh, incroyable. C'est puissant comme question. Le souvenir que j'aimerais laisser derrière moi, bah, c'est ce que je suis en train de construire avec les Belles Foulées. J'ai vraiment à cœur de créer ce mouvement qui permet aux femmes de se sentir, légitimes, puissantes, confiantes dans l'atteinte de leurs rêves et que, les courses, les aventures des Belles Foulées, ça soit un tremplin pour que chaque femme trouve le voyage, l'aventure, la découverte de sa vie qui lui permet de se sentir bien, de se sentir elle-même tout au long de sa vie. Ah, c'est une belle mission de vie. Et pour finir, est-ce que tu aurais une petite anecdote de sport à nous raconter? Alors en plus, j'avais bien réfléchi à cette question, mais j'en ai plein, donc j'ai hésité, je me suis dit: «Mais laquelle je pourrais raconter?» J'en raconter une, elle est elle est assez longue, j'ai essayé de la faire en format court. Non, je une des anecdotes qui date, de pas si longtemps que ça, c'était cet été. J'ai fait mon tout premier er swimrun. Le swimrun, c'est, une aventure qui alterne des intervalles de course et de nage en eau libre. La nage en eau libre, ça peut être, dans un lac, dans la mer. Pour moi, en l'occurrence, c'était dans l'océan à Biarritz et en fait, on s'est entraîné. Je l'ai fait avec mon copain qui, lui, adore la natation. Moi, c'était mon sport de base, mais je ne sais plus nager et lui déteste la course à pied. Donc on s'est dit: «Top, on le fait ensemble, ça va être, trop bien, beau challenge». Moi, pour le coup et ça, c'est aussi, une des choses importantes que je dis aux femmes que j'accompagne, c'est important d'avoir du sport porté quand tu cours pour, alléger les impacts, soulager ta pratique de la course et du coup, je me suis dit: Refaire de la natation, ça va être parfait pour éviter les petites douleurs, les blessures» et en fait, le jour J, on arrive à la bourse, c'était 7h30, un dimanche en août. Tout l'été, la mer à Biarritz avait été, incroyable, enfin l'océan avait été incroyable, tout plat comme un lac et bien sûr le jour J, mais il était déchaîné, mais vraiment horrible. Secrètement, j'espérais qu'on annule, la course.
alors que je suis pas du tout du genre à vouloir abandonner quand ça fait 6 mois que je me prépare à un objectif. Mais là, je me suis dit: «Mais moi, je peux pas aller dans une mer comme ça et des vagues plus hautes que moi alors que je suis super grande». Je me dis: «Mais je vais jamais rentrer dans l'eau». Bref, on commence, je suis paniquée, à l'idée d'embarquer là-dedans. On commence par, séquence de course, je me calme un peu et là, c'est, le moment où il faut, aller dans l'océan. Je suis juste tétanisée, j'arrive pas à rentrer dans les vagues, on est quand même plusieurs dans ce cas-là à se dire: «Mais en fait, on va mourir, c'est pas possible». Là, je me lance, bien sûr, je me lance, je me prends le seul rocher qu'il y avait sur cette plage. Là, séquence de natation, alors que c'était la plus petite séquence, vraiment, c'est une des premières fois de ma vie, je me dis: «Mais je vais y laisser ma peau, quoi». Je n'arrivais plus à respirer, impossible de faire du crawl, je buvais la tasse à répétition. Je sors de là, c'était 600 mètres après, j'hésite vraiment à dire à mon copain, «En fait, je vais pas pouvoir le faire», mais bon, je l'avais vraiment tanné pour qu'on fasse cette course, c'était mon cadeau d'anniversaire. Je lui ai dit: «Allez, allez, on le fait ensemble», donc je me sentais pas du tout de lui dire ça, donc un peu de fierté, je dis: «Allez, allez, on y va». Lui, enfin, on voit qu'on galère un peu, mais bref, on court, on enchaîne la deuxième session nage, rebelote, mais je me dis: «Mais qu'est-ce que je suis en train de faire?» On arrive à la fin, mon copain a d'énormes crampes, il arrive à peine à se lever. Là, on fait la dernière section de course. J'ai passé la ligne d'arrivée. C'est une des lignes d'arrivée que j'ai tellement le plus attendue et qui a été, mais tellement une délivrance, ça a été juste incroyable. J'ai passé la ligne d'arrivée, je me suis dit: «Plus jamais», et là, juste quelques mois après, je me suis dit: «OK, quand est-ce que ça reprend? Absolument, faut qu'on s'inscrive, ça a été une revanche, mais je vais absolument refaire cette course». Donc voilà, encore une fois, leçon de résilience et de persévérance, je ne m'avouerai pas vaincue de de ce beau challenge où je me suis dit: «Mais je vais y laisser ma peau». Et suite à cette belle anecdote, nous avons malheureusement perdu la connexion avec Pauline. Bon, heureusement, c'est arrivé à la fin, j'ai pu sauver l'enregistrement. Même si j'ai eu un petit peu peur au début, je vous avoue, donc bon, ça s'en sort pas si mal. Du coup, je vais conclure seule en remerciant Pauline d'être passée sur le podcast. J'ai passé un très bon moment, j'espère que vous aussi. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur elle et sur ce qu'elle fait, je vous invite à la suivre sur ses différents réseaux sociaux, je vous mettrai tous les liens en description. Et pour celles qui veulent en savoir plus sur le bootcamp qu'elle propose, je vous mettrai également le lien pour rejoindre la liste d'attente pour la prochaine session. Sur ce, merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Pensez bien à vous abonner et à laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite un bon run pour celles et ceux qui sont en train de courir en ce moment et je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast Peace and Flow.